Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Alors aujourd'hui, je suis avec ma coconut, Eva. Coucou Marine. Trop contente de t'avoir sur le podcast. Je suis honorée. À l'autre bout du monde, mais très honorée. Ouais, alors toi, t'es dans le sud de la France, c'est ça ? Ouais. Du coup, j'ai déménagé en fin octobre et je me suis installée début novembre à Golfe-Juan. C'est pas loin de Cannes. Pas loin de Nice aussi, voilà. Pour les personnes qui te connaissent pas trop, t'étais à Paris avant, c'est ça ? Ouais, voilà, j'habitais à Paris. J'ai pas mal déménagé, moi. J'ai pas mal bougé. Un peu comme toi, à ton âge, quand j'avais ton âge. J'ai pas mal bougé et j'ai pas mal déménagé. Et ouais, donc j'ai fait Paris, j'ai habité ici, je suis repartie, j'ai habité aussi à Marseille, j'ai habité en Inde, ça on va en parler. Alors Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout et qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Eva, j'ai 37 ans dans 2 jours, c'est horrible. Et je suis créatrice culinaire, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de définition, parce que je suis aussi bien consultante pour des restaurants que créatrice de contenu, que chef à domicile. Et là, je viens de finir, j'ai fini mon livre en début avril et il sort demain. Donc on peut cocher aussi la case auteur. Écoute, tu introduis directement le livre, donc je vais me permettre de rebondir dessus. Déjà, félicitations Eva. Mais tu y as participé au final, on peut en parler de ça aussi. Oui, pour la petite histoire, ça remonte à 2018, où toi, tu as été une des personnes qui m'a fortement toujours encouragée depuis qu'on se connaît à faire un livre de recettes. Et en fait, confinement oblige, j'ai pas du tout pu faire de photos d'extérieur ou de photos de moi. Et donc, du coup, ces précieuses photos que nous avions fait, je sais pas si tu te souviens, si tu te souviens, c'était en mai 2018, chez moi à Paris, dans mon petit jardin. C'était un dimanche, on avait brunché toutes les deux. Et du coup, je me suis servie de ces photos pour illustrer le livre, parce que c'était estival et c'était pile dans le thème. Et donc voilà, c'était la petite histoire qui nous relie sur ce livre et je suis très contente que tu sois dans cette aventure. Ton livre, il parle de quoi ? Enfin, est-ce que tu as un sujet spécifique que tu abordes dans ce livre de cuisine ? Alors en fait, je voulais quelque chose d'assez différent de ce que je partage sur Instagram, parce qu'au final, ce que je partage sur Instagram, c'est du quotidien. On est sur souvent mes déjeuners, mes petits déjeuners, mais on ne me voit pas en fait, par exemple, en famille, avec les amis. Et donc le titre du livre, c'est « Ma cuisine végane du soleil ». Donc ça reflète vraiment la cuisine de mes racines, ma passion pour la cuisine, donc qui me vient de ma grand-mère, de mes parents, de mes tantes. J'étais entourée dès toute petite de gens qui aimaient cuisiner, qui aimaient recevoir. La maison de mes grands-parents et celle de mes parents à Mougins. Donc, j'ai passé ma jeunesse entre la maison de Mougins et celle en Provence, qui est à côté de Apt. Et vraiment, c'est profondément ancré en moi ce côté... cuisine conviviale, recevoir des gens, réunir les gens autour d'une table. Et je voulais vraiment, pour ce premier livre, ça me tenait à cœur de retranscrire ça, en fait. Les débuts, je trouve que le livre 1, c'était important de commencer par le début de ma passion pour la cuisine. C'est génial, en fait, parce que tu sais, alors moi, j'ai goûté ta cuisine et je suis complètement objective quand je dis ça, parce que même avant de te connaître personnellement, je te suivais sur Instagram et tes recettes et tes photos m'ont toujours fait saliver. Depuis que j'ai goûté ta cuisine, et ça, je le dis vraiment avec le cœur, ta façon d'accueillir, ta façon de cuisiner, c'est tellement naturel et c'est tellement inné chez toi et c'est tellement savoureux et coloré tout ce que tu fais que ta personnalité se reflète dans ta cuisine et c'est très sincère. Merci beaucoup, ça me touche énormément et tu sais que toi aussi t'es une source d'inspiration et c'est vrai que je me rappelle très bien de toi qui likais mes photos avant qu'on se connaisse, parce que même je suis allée retrouver des photos d'il y a longtemps, je regardais mon feed et j'ai vu, et c'est fou en fait, c'est comme quoi les connexions. Et oui, en fait je pense que divers domaines peuvent s'inspirer.
Enfin, tu vois, toi, même ton univers, en fait, est très inspirant. Et moi, c'est vrai que j'étais depuis longtemps sur Instagram et j'avais envie un peu de sortir de cette image Instagram. C'est vrai que les gens, hier, j'ai fait une question-réponse pour parler du livre. Et du coup, c'est vrai que les gens, je pense, pouvaient m'attendre sur un livre un peu plus lifestyle, qui aurait pu parler d'alimentation végane, mais nutrition en même temps. Mais en fait, j'avais vraiment envie d'aller là où on ne m'attendait pas. C'est ce que je fais un peu souvent, d'ailleurs. Je m'intéresse à des choses auxquelles les gens ne s'intéressent pas foncièrement encore, ou des choses comme ça. Et vraiment montrer que la cuisine végane peut être mais pleinement conviviale et réunir les gens autour d'une table qui est joyeuse. Donc, c'était important pour moi, ça. C'était très important pour moi. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je mettrai dans la description de l'épisode, justement, tous les liens pour retrouver ton livre. Aujourd'hui, Eva, avec toi, j'avais envie de parler de voyage. Et je sais que, au travers de nos rencontres et de nos discussions, que tes voyages en Inde ont un peu dessiné ton chemin de vie. Et tu as vécu des expériences aussi là-bas. Et il me semble, dis-moi si je me trompe, que tu es partie seule. Alors j'avais envie qu'on parle toutes les deux du fait de voyager seule. Alors moi, j'ai jamais mis les pieds en Inde, mais l'Inde, c'est pour les personnes qui sont pas forcément au fait. L'Inde, c'est la terre d'origine du yoga. Donc moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Inde et j'espère un jour te retrouver à Gokarna, Eva. Ce serait génial. C'est quand la première fois que tu es partie en Inde, du coup? Alors, on rembobine. On est en 2011. J'habite à Paris. Ça fait quelques mois que je me sens plus trop bien à Paris, que je me dis que ce que je fais professionnellement ne me ressemble pas. Donc, je travaille dans la com, dans l'événementiel pour une grosse agence qui s'occupait de marques dont je ne partage plus du tout les valeurs aujourd'hui. Et même déjà à l'époque, je me disais, un si gros budget pour faire la promotion d'un produit pour une seule soirée, je me disais, ça fait pas avancer le monde, ça fait pas avancer les choses, c'est pas dans le positif. Et j'avais envie de couper avec tout ça, mais je savais pas trop comment. Et en fait, vient le moment où en fait l'agence pour laquelle je bossais me propose de signer le CDI. Et là, la petite légende raconte que au début, je signe le contrat avec un crayon gris. Donc évidemment, on me repropose un autre on me met devant un autre contrat. Parce que on signe pas un contrat avec un crayon gris. Ensuite, on me tend un stylo, le stylo marche pas. Et en fait, mon poignet se met à trembler. Quand l'autre stylo marche, mon poignet se met à trembler et j'arrive pas du tout à signer. Donc là, je me dis, il y a un vrai truc qui se passe. Voilà, c'est un signe du destin. Faut pas que je signe ce contrat. Et je leur dis, je vais prendre le contrat chez moi ce soir. Je le lis à tête reposée et je vous le ramène demain matin. J'ai appelé tous les gens qui sont proches de moi, que j'appelle dans ces cas-là. Je me suis posée toute seule aussi un peu pour réfléchir. Le contrat, je l'ai jamais signé. J'ai quitté Paris dans l'été. Je me suis réinstallée dans le sud. Et en septembre, j'ai ma tante au téléphone, qui est quelqu'un qui a toujours été pour moi une source d'inspiration, une femme incroyable sur différents domaines, qui a une vie assez incroyable. Et elle me dit, nous, on part en Inde fin octobre. Et si ça te dit de venir avec nous. Et en fait, sans savoir pourquoi, parce qu'à l'époque, tu vois, tu imagines pas du tout la Eva d'aujourd'hui. J'étais la petite parisienne ascendant canoise, pas du tout dans l'archétype que tu peux imaginer, pas du tout connectée, pas du tout alignée, complètement superficielle. Mais j'aimais déjà ce pays. Je savais pas pourquoi, mais j'avais envie, j'avais un attrait vers ce pays. Ma tante y était déjà allée plusieurs fois et j'avais toujours eu envie d'y aller. Et du coup, là, je me dis, allez, je vais faire ça. Je vais partir. Au début, mes amis proches m'ont dit, mais alors c'est bien, t'as prévu un voyage de 4 mois, mais dans 2 semaines, t'es de retour. Ils y croyaient pas du tout, c'était très drôle. Et finalement, j'ai fini par y rester. Donc à l'époque, un visa pour l'Inde, c'était 6 mois. On pouvait rester 6 mois, donc je suis restée un visa complet
en Inde. Et t'es resté les 6 mois avec ta tante? C'était un peu les poissons pilotes dans le sens où partir seule en Inde, je l'ai fait après par la suite. Mon deuxième voyage l'année dernière, je l'ai fait partir toute seule. Mais le premier voyage, je me disais, bon, juste voilà, un tuteur, me dire où est-ce que j'y vais, et après on verra, peut-être que nos chemins se séparera. Et c'est ce qui s'est passé parce que la différence d'âge faisant, moi, envie de bouger tout le temps et de découvrir, alors qu'eux connaissaient déjà. Mais voilà. Donc j'ai fini par voyager seule au bout d'un mois. Et dans quelle région d'Inde tu étais? Alors j'ai atterri à Delhi. On n'est pas resté à Delhi, on est allé directement à Jaipur. Là, Jaipur, ça a eu trop pour moi l'ambiance d'une grande ville. Donc, on a quitté direct Jaipur et on est allé à Pushkar. Donc, c'est dans le Rajasthan, l'Inde du Nord. Vraiment, c'est une région où tout ce que tu vois de l'artisanat indien, les broderies, c'est vraiment des gens... On les appelle un peu les gypsies de l'Inde. Il y a le désert là-bas et c'est des gens très généreux. Moi, je me rappelle, on avait été faire une balade dans le désert et on avait une famille qui nous avait accueillis. On s'était un peu perdus et ils avaient été super sympas. On avait partagé un chai avec eux. Il y avait un des oncles qui parlait un peu anglais, donc on avait parlé anglais, mais on n'arrivait pas trop à communiquer. C'était magique. Ce moment dans le désert, je me rappelle d'un coucher de soleil incroyable, des enfants qui étaient trop mignons. Voilà, donc ça c'était Pushkar. On est resté 1 mois là-bas et c'était magique parce que cette ville, elle est vraiment... C'est une ville un peu commerçante finalement parce que c'est là où il y a plein de commerçants qui viennent un peu du monde entier se fournir parce qu'il y a plein d'artisanat, des bijoux, donc des tentures, des sacs... et c'est une ville construite autour d'un lac qui est sacré. Et donc, c'est vraiment... là, j'essaie de me souvenir des parfums, et parce que je n'y suis pas retournée dans mon dernier voyage. Mais moi, ça a été magique. J'ai adoré ce premier contact avec l'Inde dans cette ville. J'ai des très, très bons souvenirs. Je me rappelle même de la guest house, la maison d'hôte dans laquelle on avait atterri. Et c'était magique, ce premier contact avec l'Inde. Tu vois, quand tu parles comme ça, honnêtement, j'ai un sourire au visage. En fait, moi, on en avait discuté, mais ça fait très longtemps en fait, que j'ai envie d'aller en Inde. Et c'est vrai qu'au début, mon idée de l'Inde, je me disais un peu que comme je faisais du yoga, que j'étais passionnée par le yoga, il fallait que j'aille en Inde. Et maintenant, c'est un truc que j'ai mis de côté. Il ne faut pas aller en Inde pour pouvoir dire que on pratique le yoga ou qu'on est professeur de yoga. Mais ça reste quand même un pays, ça reste une destination qui me fait rêver. Et à chaque fois qu'on en a parlé, j'ai toujours eu ces petits frissons. Et un peu cette peur aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'Inde et beaucoup aussi quand t'es une femme. Encore plus quand t'es une femme seule. Toi qui as voyagé, quel a été ton ressenti? Parce que c'est vrai que là, quand on t'écoute, on a un côté quand même très magique, très... Quand moi j'étais avec mon oncle et ma tante, vu que... déjà, mon oncle, faut le connaître, hein, il est grand, très mince, il a une barbe toute blanche et il a des petites lunettes, c'est un peu, on dirait Gandhi en grand, et il s'habille toujours en blanc, donc les gens dans la rue, ils le respectent vachement. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais avec eux, je me suis toujours sentie en sécurité. Après, ils m'ont toujours donné les conseils. T'es une femme, tu te balades dans la rue, t'es toute seule, pas à la tombée de la nuit. Tu couvres tes genoux et tes épaules au maximum. Enfin, en fait, moi, je trouve que quand tu vas dans un pays, tu respectes finalement l'autre, tu respectes le pays. Je dis pas que tu vas t'habiller exactement comme l'autochtone, parce que tu fais aussi à ta façon. Mais moi, vraiment, j'avais mis, tu vois, une sorte de sarouel, des t-shirts un peu larges mais sympas. Tu peux t'habiller sympa, mais en respectant ta tenue de touriste qui respecte le pays. Parce qu'il y avait des touristes mini-shorts, mini-t-shirts. Oui,
si ça vous plaît et tout, mais soyez tout le temps avec un mec parce que sinon ça peut... Enfin voilà, il y a des histoires qu'on m'a racontées, des histoires un peu tristes et des... Enfin pas que tristes, complètement scandaleuses aussi, de touristes féminines, même qui étaient en groupe de femmes qui se faisaient agresser. Donc c'est un pays où, oui, en effet, comme tu l'as dit, il ne faut pas y aller parce qu'il faut aller en Inde, mais c'est vraiment quelque chose qui se sent profondément et je pense que tu as déjà, toi, cette envie d'y aller. Et l'Inde, c'est un peu tout ou rien. Il y a des gens qui y vont, qui adorent, et d'autres qui détestent. Mais t'as pas un avis mitigé sur l'Inde. C'est pas genre, ouais, j'ai aimé. Non, non. C'est soit t'adores, mais profondément, ça chamboule quelque chose à l'intérieur de toi, et c'est dans tes tripes. Et même moi, aujourd'hui, et quand j'y retourne, parce que j'y suis retournée en mars de l'année dernière, et pour Noël avec toute ma famille, et ben à chaque fois que mon pied il touche le sol indien, je sais que j'ai vécu ici dans une vie passée. T'y crois pas, mais je me sens bien comme dans aucun pays du monde en Inde. Et que ce soit toute seule ou entourée, et vraiment ce qui m'est venu de manière très clairvoyante, quand j'étais en Inde, il n'y avait rien qui me manquait. Et pourtant, j'ai vécu à San Francisco, j'ai voyagé en Afrique, mais c'était le premier pays où je me disais, il n'y a rien qui me manque. Pas ma famille quand j'étais toute seule, pas de la nourriture particulière. Voilà. Donc c'était assez fort comme voyage. C'est drôle quand tu dis ça justement parce que tu vois, quand j'étais partie en Australie, je m'étais dit que pour moi l'Australie c'était un peu ma destination finale, que c'était là que j'étais censée être, tu vois. Et au final, quand mon voyage a touché sa fin, il a touché sa fin parce que j'ai décidé qu'il touchait sa fin, parce que je sentais en fait qu'il n'y avait plus rien en fait qui m'attendait, en tout cas à l'instant T, il n'y avait plus rien qui m'attendait en Australie. Et j'étais un peu perdue, tu vois, sur là où je voulais aller, puisqu'au final, j'avais pas vraiment de maison. Et quand je suis partie de l'Australie, j'ai dû pleurer pas mal de fois en me disant je suis perdue, je sais pas où je veux aller, je sais pas où je suis censée être et où je suis censée aller. Je me suis dit c'est pas grave, va à Bali et puis tu verras bien ce qui se passe. Et je peux te jurer que dès que l'avion a atterri à Denpasar, j'ai senti un soulagement énorme que je ne pourrais même pas expliquer. Je m'attendais même pas à ressentir quelque chose. En plus, j'ai atterri tard. J'étais fatiguée, j'avais peur, tu vois, de me dire mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, j'ai atterri, j'ai eu un soulagement énorme et je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis dit ok, c'est bon, je rentre chez moi. Et là, ça va faire depuis janvier que je suis là, on est en juin. Et je me sens chez moi, tu vois, à aucun moment, enfin, tu vois, on a discuté, à aucun moment, j'ai envie de rentrer, je me sens juste chez moi, tu vois. Oui, je pense que je vais refaire, c'est sûr, je vais voyager, mais je vais toujours revenir à Bali, puisque c'est ici que je me sens bien. Donc, je comprends, en fait, quand tu dis, il s'est passé un truc, quand tu es arrivée en Inde, qui faisait sens, tu vois. C'était ça, c'était vraiment quelque chose de... Et je pense que je m'en suis rendu compte au milieu du premier voyage et après à chaque fois que j'y suis retournée que vraiment c'était fort. Après, ce qui a été différent entre le premier et le deuxième voyage, c'est que j'ai vu l'Inde changer parce qu'il y a eu finalement 2011-2019 quand j'y suis retournée, ouais, quasiment presque 10 ans qui se sont passés et l'Inde a beaucoup changé. Parce que aussi j'ai trouvé un tourisme de masse moi à l'époque où j'y suis allée en France le yoga avait commencé, il y avait des studios de yoga à Paris, mais c'était pas non plus le boom comme on le connaît aujourd'hui. Et pareil, en Inde, si tu voyais des gens qui venaient Australie, États-Unis, qui allaient à Rishikesh pour le yoga, parce que c'est une des terres-mères du yoga. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé sur ça, sur le côté beaucoup de touristes, beaucoup de pollution. Le plastique, à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Mais après, j'ai aimé quand même et c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'avais ce recul de j'y reviens et ça a un peu changé. Je sais pas si toi, quand tu retournes à Bali, tu vois clairement des changements. Ouais, tu vois, c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de rentrer à Canggu et c'est pour ça, en fait, même en quittant l'Australie,
au fond de moi, j'avais pas très envie, tu vois, de retourner à Bali parce que je savais à peu près ce qui m'attendait et il y a eu un énorme boom. Et je suis, tu vois, avec tout ce qui s'est passé récemment, ça m'attriste en fait parce que l'économie chute drastiquement du fait de la chute du tourisme et c'est appeinant par rapport tu vois, aux locaux, tu vois, qui dépendent de ça pour vivre. Et au-delà de ça, tu te dis, c'est peut-être pas mal aussi par rapport au tourisme et par rapport au voyage globalement, d'avoir un peu, tu vois, mis un peu un petit frein parce que il y avait eu cette espèce de boom. Donc je disais en particulier à Canggu où tu as tous les touristes et tu as tout un monde un peu superficiel qui commençait à se construire et dans lequel je me retrouvais absolument pas. Et c'est pour ça aussi que je suis venue à Ubud. Alors bien sûr, il y a des parties de Ubud qui me plaisent moins et dans lesquelles je me retrouve moins. Mais avec ce grand ralentissement qu'a connu le monde et que connaît aujourd'hui le monde, ça fait du bien aussi parce que tu te ressens un peu plus connecté avec la terre, avec les locaux et un peu moins justement avec ce côté très Instagram world et un petit peu genre très occidentalisé au final de Bali. Ouais, bah oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que Bali, ça a le côté... oui, ils ont fait des cafés à la mode, il y a des boutiques de vêtements, de sacs à la mode. Après, je compare... Enfin, la seule ville en Inde qui peut être finalement comparable, ce serait Goa. Et Goa avait cette magie dans les années 80. C'était comme Ibiza. À l'époque, c'était le paradis des hippies. Et je pense que Bali a dû l'être aussi. C'était vraiment... c'était le paradis des gens qui viennent découvrir un autre monde dans les années 70, dans les années 80. Et c'est vrai que, bon, moi, je trouve que début 2000, c'était encore un peu préservé. Mais c'est vrai que là, il y a un tourisme, disons, entre guillemets, spirituel de masse, c'est-à-dire avec le yoga, c'est-à-dire avec des gens qui font aussi des retraites. Hein. Mais voilà, après, tu vas dans des villes. Moi, j'ai adoré, en mars dernier, je suis allée à Mysore. J'ai bien aimé cette ville parce que finalement, une partie très occidentalisée, un quartier très occidentalisé qui accueille tous les studios de yoga et des cafés où tu as des options véganes et des petites boutiques où tu achètes des yoga mats et tout ça. Mais aussi la partie très indienne et qui était assez incroyable à voir. Les deux cohabiter comme ça, j'ai trouvé ça fou. Et j'ai bien aimé Mysore aussi. Après, tu vois, le truc, tu vois, on dit que c'est un peu triste de voir justement ces genres de pays-là justement s'occidentaliser parce qu'ils perdent aussi un peu de leur authenticité. Mais pour parler quand même de l'autre pendant de cette transformation, je pense, et si on est assez transparente et honnête, que mine de rien, quand tu arrives dans ces pays-là, que tu es seule et que tu retrouves cette part un peu d'occidentalisation, ça a un côté rassurant, tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Moi, c'est vrai que dans mon dernier voyage, donc en mars 2019, j'ai été j'ai fait Gokarna, Goa et Mysore. Et c'est vrai que Gokarna, alors je t'en avais parlé, c'est une petite ville donc, dans laquelle j'ai vécu pendant environ 3 mois lors de mon premier voyage, donc 2011-2012. Et j'ai adoré, mais c'est pas du tout, tu vois, comme Bali ou Goa. C'est vraiment la petite ville de Brahman. Donc, c'est une ville sacrée où il y a des pèlerinages, qui est un petit peu touristique sur les plages, mais après, c'est vraiment une ville typique, un petit village indien. Et il y a quelques petits restaurants, mais tu vas pas retrouver le juice bar ou le café vegan, pas du tout. Et c'est vrai que quand moi, j'ai décidé d'aller faire ma formation ayurvédique à Mysore, j'ai été contente de retrouver des cafés, des restaurants comme ça. Mais c'est vrai qu'après, moi, le seul côté un peu dangereux de l'occidentalisation de ces pays-là, c'est la nutrition. Tu vois, genre, McDonald's, les chips, les sodas, tout ça qui arrive en masse. Et parfois, c'est un peu signe de richesse. C'est un peu vu comme des signes de richesse. Et finalement, ça chamboule tout le système, je trouve. Parce que les Indiens, ils ont vraiment une gastronomie qui est juste
incroyable. Moi, j'adore pour avoir découvert vraiment ma passion pour la cuisine indienne là-bas lors de mon premier voyage. Je trouve ça dommage, mais après, voilà, c'est même l'obésité qui gagne ces pays-là, c'est assez triste, quoi. Ouais, tu vois, à Bali, je sais qu'il y a un Starbucks à Canggu, il y en a un à Ubud. Et à chaque fois que je passe devant, je me dis, mais qui va au Starbucks quand tu es à Bali, si tu veux, et que, en plus, au-delà de ça, tu soutiens pas les locaux. Mais il y a quand même, et je pense que ça persiste, parce que je pense que, mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de touristes, notamment plutôt anglo-saxons, américains, qui, je pense, retrouvent une forme de sécurité. Donc voilà, après, je pense que c'est le côté un peu négatif de la mondialisation, mais dans un sens, ça soutient aussi une forme d'économie pour les pays les plus pauvres. Donc c'est pas... voilà, je pense que nous, c'est facile de le dire, tu vois, en tant qu'occidental. Toi, concernant ton expérience, j'ai plein de questions, tu vois, par rapport à ton expérience en Inde, parce que j'ai envie un peu de parler aussi du yoga, mais j'ai aussi envie de parler de l'alimentation, de la nutrition. On va commencer par la partie nutrition. De quelle manière, justement, ces voyages en Inde ont un peu, j'ai envie de dire, dessiné ta façon de voir la nutrition et peut-être influence la cuisine? Alors du coup, ça remonte donc à mon premier voyage. C'était presque à la fin du voyage, quand j'étais à Gokarna. Souvent, j'allais dans une plage qui est juste à côté de Gokarna, qui s'appelle Kudli Beach. À l'époque, c'était très hippie, mais dans le meilleur sens du terme. Enfin, des familles entières avec leurs enfants qui habitent là pendant 6 mois de l'année, des gens qui viennent là depuis toujours, depuis des années. Et c'est vrai que donc moi, j'avais pris, quand nos chemins se sont séparés avec ma tante et mon oncle, j'avais pris une petite hutte sur la plage, dans une maison d'hôtes. Pas cher du tout, hein. À l'époque, la nuit, je crois que c'était même pas 4 euros. Hein. Donc, un peu le paradis. Et pour manger, pareil, pas cher du tout. Et donc, le sol de ma hutte, c'était du sable. Et les murs, c'était des branches des palmes, des branches de palmier et du bambou. Donc, assez fou. Et la douche était à l'extérieur. Et tous les jours, c'était la même chose. J'avais une petite routine parce que j'ai vécu là pendant un bout de temps. Parce que je donnais En fait, j'étais bénévole dans une petite école dans le village de Gokarna. Et du coup, j'avais une routine. Donc, j'allais à l'école le matin et tout ça. Et j'avais pas de cuisine. Donc, du coup, je prenais tous mes repas à la cuisine, enfin, au restaurant de la guest house. Et la maman, donc, qui tenait cette guest house avec son mari et les enfants, une fois, je l'ai vue cuisiner. Ça se sentait tellement bon à chaque fois qu'elle commençait un dal, à chaque fois qu'elle commençait toutes les préparations indiennes, les meilleures préparations indiennes auxquelles on peut penser. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer? Et je me rappelle vraiment, j'ai encore ce carnet de recettes où on avait noté, elle commençait les recettes et je notais chaque ingrédient et j'essayais de prendre des photos de ce qu'elle faisait. Donc ça remonte à 2011. À l'époque, ça aurait été retranscrit en story aujourd'hui. J'en aurais fait une grande story. Mais ça a été comme ça que j'ai commencé. Je pense que vraiment, quand on va dans un pays, apprendre de l'autre, apprendre des personnes qui sont là, c'est très important. Et rendre aussi au pays, c'est pour ça que j'ai voulu faire du bénévolat. C'est ma manière de voyager qui m'a été inculquée par mes parents parce qu'on a fait pas mal de voyages humanitaires quand j'étais petite. Et donc apprendre de l'autre, rendre au pays tant qu'on le peut, le respecter, c'est hyper important. Et donc voilà, donc moi j'abordais le pays par la culture culinaire. Donc en Inde, c'est quand même, pour moi, c'est un des top 3 de mes cuisines préférées au monde, parce que je connais la vraie cuisine indienne. Et donc dans cette même guest house, après avoir pris les petits cours de cuisine, je rencontre un monsieur qui faisait de la spiruline en France et qui venait en Inde pour voyager chaque année. Donc il connaissait bien l'Inde et tout ça. Et il me dit que lui, chaque année, quand il vient là, il fait un truc qui s'appelle Panchakarma. Donc c'est comme ça que j'ai abordé l'Ayurveda. Panchakarma, donc pour expliquer ce que c'est un
traitement ayurvédique qui dure minimum 3 semaines, 1 mois. On peut rester un peu plus. Ça se passe dans une clinique. Et de là, donc tu es pris en charge par un médecin ayurvédique. Et en fait, selon ce dont tu as parlé dans un podcast précédent, je crois, selon ta composition ayurvédique, donc ton dosha, tes doshas, parce que tu peux en avoir plusieurs, et tu vas recevoir un traitement. Donc c'est hyper intéressant parce que c'était vraiment moi qui venais de France avec la médecine traditionnelle, bien que ma mère est très homéopathie et médecine douce. C'était hyper intéressant pour moi de découvrir tout ça, surtout de le tester sur moi. Et moi, c'était vraiment parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'en ai déjà parlé, mais j'ai pris un médicament pour l'acné qui était très mauvais. J'avais 15 ans, j'ai pris Roaccutane. Et en même temps, j'ai été obligée, parce qu'on ne peut pas prendre Roaccutane sans prendre la pilule, parce que c'est très mauvais si tu tombes enceinte en prenant Roaccutane. Ton enfant peut avoir des très gros problèmes. Et donc, du coup, j'avais un peu plein de système hormonal, digestif, qui était un peu chamboulé. J'avais développé aussi un terrain dépressif parce que ça a été prouvé, hein, Roaccutane creuse des terrains anxieux et on peut être diagnostiqué dépressif. J'avais 18 ans quand ça m'est arrivé. Je peux te dire qu'à 18 ans, tu as juste envie d'avoir la joie de vivre. Et en fait, moi non. Et donc, du coup, c'était pour traiter tout ça que j'ai fait Panchakarma au départ. Et après, donc, du coup, j'ai découvert aussi l'alimentation ayurvédique, les traitements en général, donc tout ce qui est massage aux huiles... et puis après, toutes les herbes, toutes les plantes. Donc c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui les adaptogènes, mais à l'époque, là-bas, ça ne s'appelait pas comme ça. C'est Rasayana. Et c'était hyper intéressant pour moi, toute cette découverte, toutes ces nouveautés qui venaient à moi. Et je pense que ça a fait naître aujourd'hui ce que je partage aujourd'hui. Et quand tu as fait ton premier voyage en Inde, est-ce que tu y allais avec un objectif ou tu t'es dit juste, en fait, j'ai plus rien à faire en France et je pars et je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'y vais. Alors, on en a déjà parlé de ce film qu'on a toutes les deux en commun et qu'on adore. C'est Eat, Pray, Love à l'époque. Je le regardais, j'adorais. Je crois qu'il n'est pas sorti, je sais pas en quelle année il est sorti, mais en gros, c'était récent, moi, quand je suis partie en Inde. Et à un moment, dans Eat, Pray, Love, elle va en Inde. Et c'est marrant parce que juste avant de partir en Inde, j'étais en Italie avec des amis. Et donc, il me manque plus que Bali, hein, Marine. Donc, si un jour on peut revoyager, je viens te voir. Et j'avais cet attrait déjà qui était naissant pour l'Inde. Mais vraiment, dans Eat, Pray, Love, elle va en Inde, elle va dans l'ashram, elle fait un peu Vipassana, puisqu'à un moment, elle parle plus. C'est très drôle, ce moment-là. Et elle rencontre un éléphant. Ce film, je l'ai vu à peu près, je pense, 10 fois. Honnêtement, si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage fortement à aller le regarder parce qu'il est tellement inspirant. Et tu vois, avant de booker mon billet pour Bali, ce film, je l'ai regardé en boucle, en boucle et en boucle. Et je me disais, mais en fait, c'est moi ce film, tu vois. Ouais, mais oui, je pense qu'à tout moment... au moment de la vie de toute femme, on se pose cette question, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et je dis pas qu'en Inde ou qu'à Bali, on va trouver la réponse. Je dis juste qu'en fait, changer de perspective, être loin de son quotidien, pas le fuir, mais voir les choses d'une autre manière, voir la vie des autres, découvrir vraiment comment d'autres personnes dans le monde vivent. Ça met les choses en perspective et tu peux trouver cette réponse en toi de qui tu es profondément parce que tu n'es plus la sœur de ton frère, la fille de tes parents, l'amie de tes amis. Tu n'es plus Eva Gaillot qui fait ce métier. Tu es juste qui tu es face aux autres. Et ils ne te connaissent pas de réputation, de qui tu es dans le milieu pro, qui tu es dans le milieu amical ou familial. C'est la simple enveloppe qui t'enveloppe et ce que tu es à l'intérieur et ta lumière qui brille
ou pas, ou encore elle va encore plus briller dans le pays dans lequel tu te trouves. Et je trouve que c'est ça qui est magique dans le voyage que j'appellerais et qu'on appelle initiatique. C'est ce côté-là. C'est ce côté... quand j'en ai parlé la première fois sur Instagram de mon voyage en Inde, les gens m'ont dit « Ah, mais c'est génial, tu t'es trouvé là-bas, j'ai trop envie de faire ça. » Non, c'est pas en Inde que tu... Oui, il y a beaucoup de gens qui vont en Inde parce que spirituellement, c'est une terre forte. Enfin, spirituellement, il y a quelque chose de très fort qui se passe là-bas. Les énergies spirituelles là-bas, c'est très fort, on ne peut pas le renier. Comme je dirais au Népal, comme je dirais dans certains pays d'Amérique du Sud, à Bali, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un pays qui t'appelle et toi qui vas tout remettre en perspective pour trouver la réponse que tu cherches au final. Ouais, je pense, tu vois, et ça j'en parle aussi quand je parle de ce que m'a apporté le yoga. Et souvent je dis, si c'est pas le yoga qui t'apportera les réponses, c'est ok, ça peut être autre chose en fait. On s'en fiche que ce soit le yoga ou que ce soit quelque chose d'autre. Et je pense que pour le voyage, c'est exactement la même chose. Moi, quand je suis partie, voilà, j'ai pris Bali parce qu'en fait, c'était la dernière destination en date que j'avais qui m'avait vraiment transformée et qui avait transformé ma vision de ma vie et de ce que je voulais de ma vie. Et en fait, quand je suis arrivée à Bali, je n'avais pas forcément d'attente prédéfinie. J'ai juste été appelée, mon cœur m'a juste appelée à Bali. Et au final, tout fait sens, tu vois. Maintenant, en 2020, je sais pourquoi je suis arrivée jusqu'ici. Mais c'est vrai que le voyage, et en particulier, je pense, le fait de voyager seul, et ça, j'encourage vraiment à prendre, tu vois, son courage à deux mains et d'y aller et de foncer quelque part. Et ça n'a pas besoin d'être à l'autre bout du monde, tu vois, mais à partir du moment où tu fais la démarche de partir seul et de t'ouvrir, en fait, aux gens et de t'ouvrir aux rencontres, de t'ouvrir aux expériences, de t'ouvrir à une nouvelle culture, c'est là, en fait, que tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas... apprendre à te connaître et apprendre à connaître le monde qui t'entoure pour savoir ce que toi, tu as envie et ce dont tu as besoin pour être heureuse. Mais oui, complètement. Parce que ce voyage initiatique, il est important dans la vie d'une personne. Moi, ça restera, comme pour toi, j'imagine, le plus beau voyage et un milestone dans ma vie où je me suis dit, c'est là que je découvre qui je suis. C'est maintenant que je sais qui je suis. C'est ici, à cet instant T, que je sais pleinement ce que je suis. Pas vraiment ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller, parce que le chemin à l'époque était encore semé d'embûches et de découvertes et d'apprentissage, parce qu'on apprend toute sa vie, je crois. Mais vraiment de se dire, voilà qui je suis. Et ça te rassure sur le bon comme le mauvais et d'être réaliste sur qui on est dans tous les aspects de sa personnalité et de son caractère. Mais c'est important pour ça le voyage. Et comme tu dis, de rien attendre au final. Moi, j'attendais, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'attendais rien, le cliché un peu hit pré-love, mais je savais que j'avais envie de faire du bénévolat. Parce que, comme je l'ai dit, rendre au pays qui t'accueille, tu vois, tu es en touriste, tu vas rendre au pays qui t'accueille. Et je ne savais pas du tout comment ça allait s'orchestrer, ça s'est fait de manière très naturelle. Au bout de quelques temps, j'étais à Gokarna et c'est pas que je m'ennuyais, on peut pas s'ennuyer dans des pays aussi beaux parce qu'on ne cesse de découvrir, mais j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et donc, c'était la personne qui nous louait la maison dans laquelle on était le médecin du village. Et il m'a dit, à la petite école du village, il manque une professeure, elle est malade en ce moment. Et en fait, c'est des enfants de 4 ans, donc tu pourrais t'en occuper. Et moi, j'étais là, ok, bon, d'accord. Ils n'ont jamais vu mon CV, ils ne connaissaient même pas mon nom de famille. Et j'y suis allée. Après, le médecin de village, c'est quelqu'un de très éminent dans le village et très respecté. Il avait ses enfants dans la petite école, donc voilà. Et je suis restée finalement 3 mois. Et c'était assez magique. Donc, il y a eu cette partie-là. Après, je savais que j'avais envie de faire du yoga parce que j'en faisais déjà avant. Je crois que j'ai commencé le yoga 2010, 2009, quelque chose comme ça. Et je savais que j'avais envie de... Voilà.
Je savais pas comment, pareil, mais je savais vraiment que j'avais envie. Donc ça a été à la toute fin du voyage. Après Panchakarma, ça a été à Rishikesh. On a terminé le voyage là-bas, là où j'ai retrouvé à la fin du voyage mon oncle et ma tante qui étaient déjà allés. Parce que pendant que moi je faisais Panchakarma, ils étaient déjà à Rishikesh. Et donc Rishikesh, une ville incroyable, enfin voilà, vraiment très chouette. Et je m'inscris dans un ashram, mais finalement ça me plaît pas trop. Je trouvais ça hyper dogmatique. Et j'ai fini par monter des cours de yoga avec un prof qui était niçois. Donc le truc assez fou parce que moi j'étais je veux absolument un prof indien, je veux pas du tout un occidental et tout ça. Et au final j'ai fait des cours avec un prof qui était niçois, qui venait depuis des années en Inde. Et ça a été super sympa. On avait regroupé plein de gens de divers endroits du monde qui étaient à Rishikesh et aussi un peu déçus de leur expérience. Et on avait monté ce cours de yoga qui était très tôt le matin, donc tout le monde ne se levait pas. Mais c'était dans notre guest house, sur le parvis de la guest house, dans la cour. Et c'était trop chouette. Donc il y avait ça, donc le bénévolat, le yoga, et aussi rencontrer un éléphant, comme dans Eat, Pray, Love. Et je l'ai rencontré à Hampi, une ville incroyable qui est pas trop loin de Goa et de Gokarna. J'y suis allée en train et c'est une ville incroyable. Vraiment, il faut y aller pour le voir. C'est une ville qui est dans les ruines d'anciennes villes qui datent de... Ouh là là, c'est très vieux. Et c'était un empire, en fait, qui s'est éteint. Et tu vois, tu te balades dans les ruines. Et du coup, ça a été protégé depuis. Et je crois qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Parce que moi, j'ai une photo, notamment, où je suis assise sur un gros rocher dans un temple et tout ça. Et je pense que ça a été protégé depuis. Ça, c'était magique. Et là, dans un temple à Hampi, il y avait une éléphante à l'époque qui s'appelait Lakshmi. Je ne sais pas si elle est toujours vivante depuis, parce que c'était il y a 10 ans presque. Et l'éléphant s'est approché de moi, alors que il y avait une foule incroyable. Elle a percé la foule, elle s'est approchée de moi et j'ai juste posé ma main sur son front. Et c'était assez magique cet instant, qui a été capturé par ma tante, mais j'ai une photo, mais qui... Je ne sais même plus si je l'ai, mais fait avec un téléphone et les téléphones de l'époque. Et c'était assez magique ce moment. Donc voilà, et après tout ce que j'ai découvert en Inde et que ce pays incroyable m'a donné comme cadeau. Et ça n'a pas de prix et c'était juste magique. Est-ce que tu as senti que le yoga là-bas était différent de celui que tu avais pu peut-être expérimenter en Occident, en France? Oui, à Rishikesh et à Mysore. Donc Rishikesh, c'était en 2012, Mysore, c'était donc en 2019. Très dogmatique, du coup, parce que c'est les villes mères du yoga, donc très dogmatique. Mais voilà, et après, il y a des studios qui se sont montés, notamment à Mysore, où justement ils s'éloignent un peu du dogmatique et ils font... Moi j'étais allée l'année dernière dans un studio qui s'appelle Yoga Gita et le fondateur a voulu vraiment un yoga très dans le ressenti, dans le souffle, dans le... aller... au bout du mouvement sans le tenir pour le tenir. Et c'était un yoga que je trouvais très instinctif. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi, la manière d'aborder par des profs, parce qu'il était de Mysore, le prof, et qui a fondé ça. Et j'ai pas eu la chance de le rencontrer parce qu'il voyage un peu partout dans le monde. Mais ouais, un yoga très instinctif. Moi, j'ai pas spécialement de yoga favori, je dirais. J'ai des profs favoris. J'ai des manières d'aborder, en fait, la philosophie du yoga. Moi, l'année dernière, j'ai fait avec un prof à Gokarna qui était assez incroyable. Il commençait chaque cours par Kapalabhati. Et c'était magique parce que, tu vois, c'était... Et aussi, on faisait un nombre de salutations au soleil incroyable.
je sais pas, j'ai aimé ces... Après, je sais pas si c'est toujours magique de pratiquer le yoga en Inde, mais à chaque fois que j'ai eu un prof, les profs différents que j'ai eu en Inde, même Sébastien, le prof niçois à Rishikesh, c'était assez magique. Ils avaient des manières d'aborder les choses. Et puis, tu te dis que c'est sur la terre-mère du yoga. Et il y a un côté vraiment... je t'invite, si un jour nos vies se croisent pour qu'on parte en voyage ensemble, ce serait trop chouette. C'est, la pratique là-bas a quelque chose de différent. Je pense qu'en effet, il y a un contexte et puis il y a un côté très énergétique. Je sais que toutes les deux, on est assez sensibles justement aux énergies qui nous entourent. Et moi, c'est aussi, tu vois, c'est aussi ça, en fait. J'ai envie de pouvoir expérimenter ce que c'est de pratiquer le yoga en Inde et de sentir, tu vois, mon corps différemment. Tu sais, j'avais commencé le yoga avec l'Ashtanga et je sais que si je vais en Inde, c'est pour pratiquer l'Ashtanga. Donc il faut aussi que psychologiquement je sois prête à me remettre dans l'Ashtanga et ça c'est un peu une autre histoire et je sais que c'est encore plus violent entre guillemets et intense pour le corps quand tu le fais en Inde, mais je sais que si je vais en Inde c'est principalement pour pratiquer l'Ashtanga parce que ça fait partie de mon chemin de vie, c'est comme ça que j'ai commencé le yoga et l'Ashtanga aura vraiment tu vois, comme tu parlais de milestone, bah, c'est vraiment ça a été un milestone dans ma vie et j'ai envie de retrouver ça en fait en Inde et je sais Eva qu'on se retrouvera en Inde. Mais oui, c'est sûr. Moi, je sais que je ne quitterai pas cette planète avant d'avoir mis les pieds en Inde, seule ou à plusieurs, peu importe, j'irai coûte que coûte. Bah ouais, bah oui, bah c'est évident parce que on a cet attrait vers les choses, vers des choses comme être aligné. Et je pense qu'en fait, la spiritualité aussi, je le ressens très fort chez toi en ce moment. Bizarrement, plus particulièrement depuis que tu es vraiment revenu en Inde, tu vois, je confonds, Bali, à Bali. Et je pense qu'en fait, quand tu as fait des voyages comme ça, même si t'es pas allé en Inde et moi je serais pas allée à Bali, on connecte sur des choses qu'on a profondément découvert en nous et qui font naître des liens invisibles, mais qui sont forts parce qu'on partage cette expérience forte d'avoir été seule face à des bons, mais comme des moments de solitude, parce que dans un voyage, quand t'es seule, moi je me rappelle, et toi je le sais, peut-être que toi aussi, je crois que toi aussi, t'as des moments où c'est pas aux larmes, peut-être que si d'ailleurs, même sur des belles choses, tu vas avoir des larmes de joie, mais t'es seule, mais c'est beau, mais waouh. Et toi tu le partages en photo. Moi à l'époque il n'y avait pas Instagram, mais j'ai fait beaucoup de photos à l'époque. Je crois que tu me suis sur Facebook, donc t'as vu ces albums photos que j'avais fait. Mais c'est ce fait d'être seule face à tout ça, parfois qui est fort et à la fois dur et à la fois magique. Parce que aussi tu te retrouves face à toi-même, donc il y a des moments où en effet c'est ouais, c'est très fort je trouve et je pense que quand on se retrouvera toi et moi on aura d'autant plus de choses à partager et d'envie de partager et de liens même sans s'être vus pendant des mois parce qu'on a vécu des choses qui se rejoignent finalement. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, tu vois, les connexions humaines, je pense que tu le sais au fond de toi quand tu as une connexion humaine qui est assez particulière. Et tu vois, c'est le voyage en solo, c'est aussi en ça que c'est, je pense, enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose d'hyper formateur dans ta construction de vie. Tu vois, en effet, moi j'ai eu des moments, j'en ai eu beaucoup. J'étais plus jeune aussi à l'époque quand je voyageais seule. Je me rappelle mon premier voyage seul à 18 ans aux États-Unis. Enfin, voilà, j'ai atterri, j'ai pleuré et je pense que pendant plusieurs jours, j'ai dû pleurer où je me disais mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, aujourd'hui, et depuis que je suis rentrée à Bali, tous les jours, sans rire, tous les jours, je m'arrête, je regarde autour de moi et je me dis mais à quel moment en fait c'est arrivé, comment j'en suis arrivée là, c'est juste merveilleux et je ressens tellement de reconnaissance et de gratitude pour les décisions qui m'ont amenée là où je suis et je sais pas, t'avais quel âge toi quand t'as ressenti justement ce petit déclic qui s'est passé en toi? J'avais exactement ton âge quand je suis partie en Inde. Je suis partie, j'avais 28 ans. Ouais, j'avais 28 ans. Et c'est exactement ça en fait, ce déclic-là d'avoir envie de savoir plus profondément qui on est et d'être au début justement de la découverte et de se dire je vais creuser et de se dire
vraiment d'être dans le pays et te dire la gratitude incroyable de se dire tout m'a amené à cet instant-là. Tous les choix, toute la vie en général. Enfin, on l'appelle comme on veut. Il y a des gens qui disent destin, il y a des gens qui disent la chance. Mais moi, je trouve que c'est plus une question de timing, tout dans la vie, en fait. De timing et de bons choix. Et d'être assez aligné pour faire les bons choix. D'être assez connecté avec son intuitif pour faire les bons choix qui t'amènent là où tu dois aller. Tu vois, je pense qu'il y a on a une part de chance parce on est des privilégiés, ça c'est sûr. Si tu te mets dans cette sphère de gens privilégiés, c'est pas ta chance qui t'amène là où tu en es, c'est aussi le courage de prendre des risques et de sortir de cette zone de confort. Et moi, tu vois, s'il y avait un conseil que je devais donner à toutes les personnes qui ont peur de voyager seules, c'est je leur dirais en fait, vas-y, te pose pas de questions, rien n'est permanent en fait. Tu as la chance de pouvoir justement tester et te tester. Et je pense que c'est justement quand tu te retrouves face à toi, que tu te retrouves face à tes émotions, face à tes peurs, face à tes incertitudes, que tu arrives à te connaître et que tu apprends qui tu es, ce dont tu as envie et ce dont tu n'as pas envie pour être épanoui. Ah oui, oui, c'est ça. C'est que face à toi, du coup, je vais parler d'une autre étape du voyage. J'ai eu Vipassana. Et Vipassana, donc c'est un certain nombre de semaines ou de jours, comme on le choisit, où on va dans un ashram et on va être entouré, voilà, et on ne parle pas en fait. On fait une sorte de vœu de silence. Et là, tu n'es que face à toi-même. Parce que à un moment donné, le fait de ne pas parler va te mettre face à toi-même, face à tes émotions. Et je me rappelle, même quand j'ai fait Panchakarma, parce que c'est quelque chose qui se passe dans ton corps, un traitement qui est fort, t'es face à toi-même, tu fais une expérience sur toi-même et personne d'autre est en train d'expérimenter avec toi. Enfin, si, parce qu'il y a d'autres gens qui le font, mais pas de la même manière que toi, donc c'est indescriptible et tu peux pas en parler de toute façon parce que tu peux pas parler. Mais t'es face à des choses et des émotions que tu dois process parce que elles ont été là depuis peut-être longtemps et il vaut mieux c'est le meilleur moment pour les traiter, pas pour en parler mais pour en les traiter et pour y faire face. Parce que si tu les réenterres, ça va encore plus s'accentuer, ça va pas être positif pour la suite de ton aventure dans la vie. Et je trouve que ces deux expériences-là, Panchakarma et Vipassana, ça a été très fort pour le côté se retrouver face à soi-même. Et le conseil que je donnerais à quelqu'un, il y a pas mal de gens qui m'avaient posé des questions là-dessus pour partir, c'est si le pays t'appelle, si tu penses que c'est ton choix, ton bon choix, si l'intuitif te dit que voilà, à ce moment-là, il faut que tu partes, il faut pas fuir quelque chose. Alors, il y a des gens qui te diraient on fuit toujours quelque chose. Non, c'est pas ça. Tu fuis pas ta vie. Tu décides que ton quotidien, tu vas le mettre, ton quotidien comme tu le connais en France, tu le mets sur pause et tu vas vivre une expérience, une aventure autre part. Et je dirais de vraiment y aller pleinement et sans aucune attente et le cœur ouvert, les yeux ouverts et l'esprit ouvert. Moi j'étais contente parce que les gens m'avaient dit, je sais pas si tu le vois beaucoup en Bali, mais moi les gens m'avaient prévenu sur la pauvreté. Après moi j'avais beaucoup voyagé en Afrique, donc j'avais vu la pauvreté et la malnutrition et la faim profonde dans ces régions-là dans lesquelles j'avais voyagé, le manque de nourriture quoi. Et du coup j'étais préparée à ce que j'allais voir en Inde. Et il y a 10 ans, c'était encore plus accentué. Il y avait moins d'ONG sur place. Et du coup, j'étais préparée à ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais la pauvreté, c'est pas trop dur. En fait, si tu te prépares, si tu sais que tu vas le voir et que tu vas essayer de faire quelque chose pour l'améliorer ou que voilà, tu sais moins dur. Je pense que tu peux quand même te préparer. Enfin, il faut que tu te sois préparé psychologiquement à l'idée que ça existe. Après, je pense qu'entre se préparer à ce que et le vivre, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins fortes, justement, ou qui ont
plus ou moins d'empathie, et c'est pas quelque chose de négatif ou de positif, mais qui vont être plus sensibles à ce qu'ils vont voir. Et je pense quand même qu'il y a des personnes qui peuvent... Oui, mais toi comme moi, on est des gens hyper, on va le dire, hein, hyper sensibles. Et moi, je sais qu'il y a des moments où ça a été très fort. Je me rappelle notamment d'un moment dans une gare, avant de prendre un train, je vois une femme avec tous ses enfants et elle en allaitait un et elle en avait plein et elle était seule. Et une femme seule en Inde, sans mari, c'est pas comme une femme seule en France, bien qu'en France, c'est pas facile non plus de le vivre. Mais là-bas, avec autant d'enfants, et elle avait vraiment plus de quoi se nourrir. Et on avait acheté avec ma tante des snacks pour le train. Et c'était un long trajet. Donc pendant le train, soit tu manges ce que tu as acheté, soit tu manges ce qui est dans le train, mais t'es pas sûr du voyage. Enfin, dans le sens où ça peut être très épicé ou tu peux être malade. Et d'ailleurs, pendant 6 mois de voyage, pour rassurer ceux qui nous écoutent, je n'ai jamais été malade, à part une fois. Et c'est parce que c'était un jus de fruits et il y avait des glaçons. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas été malade pendant 6 mois. Enfin voilà, j'ai pas été gravement malade, quoi. Je fais aussi ma parenthèse par rapport à Bali. On parle du Bali Belly à Bali. Je serais quasiment restée 1 an à Bali. J'aurais été malade qu'une fois. Je sais même pas si c'était une intoxication, si c'était un truc qui était pas très frais. Je pense que voilà, à partir du moment où tu prends un minimum de précautions et que tu bois pas l'eau du robinet, que tu manges pas des choses trop cru ou quoi. Mais moi, j'ai toujours des petits conseils dès qu'on fait un peu un grand voyage, probiotiques, extrait de pépins de pamplemousse et amener du psyllium avec soi. Voilà. Moi, j'ai toujours le petit package pré-voyage, de la vitamine C naturelle et tout ça. Et donc, pour revenir sur la scène dans la gare, donc cette femme avec tous ses enfants, et en fait, tous les snacks que j'avais achetés pour mon train, de manière très inconsciente, enfin pas, voilà, je vais tout donner, tout ce que j'avais acheté pour moi, je vais tout donner pour ces enfants. Et en fait, le train partait, j'étais en retard et voilà. Donc ma tante m'a dit viens. Et donc on n'a pas pu se parler avec cette femme, mais j'ai senti dans son regard une infime gratitude. Genre, elle m'a regardée et c'était juste un contact humain, en fait. J'ai posé tout ça à ses pieds et je l'ai regardée et je suis partie. Et je me rappellerai toujours de ce regard, en fait. Et voilà, j'ai fait ça. Bon, après, je me suis retrouvée dans un train pendant des heures et des heures, avec rien à manger. Mais c'est bien de jeûner aussi, hein. Au milieu d'un voyage, t'es dans un train, c'est le meilleur moment. Mais voilà, c'était un moment hyper fort. Et voilà, après, faire ce qu'on peut sur place. Toi, je crois que sur place, t'as fait du bénévolat. Enfin, t'as donné ce que tu pouvais à des organisations, je crois, aussi. Ouais, alors en fait, à Bali, je t'avoue, moi, honnêtement, j'aimerais être beaucoup plus impliquée que je le suis. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois, tu vois, je me dis, mais pourquoi je le fais pas et ça tient qu'à moi de le faire. Moi, j'ai été impliquée pas mal de fois dans des associations, principalement pour les chiens, parce qu'à Bali, il y a beaucoup de chiens des rues. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi m'impliquer, tu sais, aussi au niveau social. Et t'as ce côté aussi un peu parfois culpabilisant et parfois c'est un peu difficile. Et dans un sens, t'as pas non plus envie de fermer les yeux parce que je trouve que fermer les yeux, c'est juste en fait nier ce qui se passe dans le monde. Et j'estime que c'est aussi... un peu notre responsabilité aussi en tant qu'occidentaux, à partir du moment où, tu le disais très bien, où quand tu arrives dans un pays, tu es censé aussi respecter la culture. J'estime que si tu as les moyens, les capacités, qu'elles soient financières, matérielles ou qu'elles soient juste humaines, d'apporter quelque chose pour aider, je pense que c'est aussi un peu notre responsabilité, tu vois. Ouais, complètement. Et ouais, le respect de ce que le pays va te donner, le respect de l'autre... parce que c'est pas juste on est en France et on respecte notre pays. Non, en fait, c'est partout. Et moi, je le voyais justement pendant ce voyage en train, les abords du train, des bouteilles en plastique jetées par les fenêtres, mais pas forcément que par les touristes occidentaux. C'était aussi par des touristes qui venaient de Delhi, des villes un peu plus riches comme Bombay, et qui ne respectaient pas. Donc ouais, le respect, la bienveillance et le respect et faire ce qu'on peut, si on peut apporter quelque chose au pays, c'est toujours bien. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures entre nous. Oui, c'est clair.
J'avais envie de finir cet épisode comme je le fais à chaque fois, avec une petite série de 10 questions-réponses tac au tac. L'idée, c'est pas du tout de te mettre des pièges ou quoi que ce soit, c'est plus d'apprendre à te connaître de façon un peu plus anecdotique. Ok. Alors, première question. Si tu pouvais te téléporter là maintenant tout de suite, où est-ce que tu irais? Oh, mais c'est facile ça, Marine. J'appuie sur le bouton et je me retrouve juste à côté de toi. On va dans ton café préféré, tu me fais un petit cours de yoga. Et voilà, je me téléporte à Bali direct. Tu sais, Eva, je pensais que tu allais me dire en Inde. Et quand tu as dit ça, c'est genre, j'étais, oh mon Dieu, mais c'est trop mignon. Après, j'y suis allée à Noël, tu sais, moi, en Inde. Donc là, c'est pas encore le manque. Et j'ai encore découvert un autre versant de l'Inde en famille, le côté voir ça en famille, qui était complètement différent parce qu'on était 14. Donc pour bouger un peu partout, c'était... Mais là, j'ai envie de voir autre chose, ouais. J'ai vraiment, en ce moment, j'ai envie, ouais, Bali, mais ton Bali à toi. Pas exactement comme tu le décris. Pas le Bali ultra touristique, pas ce Bali-là, mais... me balader en vélo dans les rizières avec toi, écouter de la musique sur une plage, les plages désertes que tu postes, parfois elles me font rêver, les palmeraies, voilà, être un peu loin des sentiers battus, moi ça me plaît. Et sinon, en autre pays qui m'attire en ce moment, j'ai pas mal l'Amérique du Sud, on en a déjà parlé toi et moi, pour le côté tester l'ayahuasca, faire un vrai rituel encadré d'ayahuasca, ça me plairait aussi. Donc voilà. Seconde question, ton resto préféré dans le monde? Mon resto préféré dans le monde? Ah là là. Un, c'est dur. Deux, je vais en dire deux. Un en France et un en Estonie. Incroyable. En Estonie, ouais. C'est un restaurant qui s'appelle Vegan V. C'est à Tallinn, en Estonie, et j'ai découvert ce restaurant quand j'y suis allée en 2017, été 2017, qui est juste incroyable. Et c'était, en Europe, la première autre perspective que dans les restos parisiens, de voir comment ils appréhendaient le véganisme. Et c'était assez intéressant. Le chef est juste incroyable. Et après, un autre auquel je pense qui est pas loin de moi, qui est à Nice, ça s'appelle Coco Green. Si un jour tu vas venir me voir, c'est évident, mais je t'amènerai. Donc c'est la plupart de la carte est la plus grande partie de la carte est raw, mais il y a aussi du pas raw. Et c'est Nick et Mélina qui ont ce restaurant. Donc Mélina, elle est naturopathe et Nick, c'est le chef, son mari. Et il a un talent fou. C'est quelqu'un qui n'a jamais qui ne s'énerve jamais en cuisine. C'est un moine bouddhiste, il est incroyable. Il est hyper zen et sa cuisine est à son image. Et elle est subtile et pleine de... Enfin voilà, c'est incroyable. C'est pas descriptible, il faut le tester. C'est toujours bon. Si tu devais ne choisir qu'un seul, cette fois-ci, Eva, qu'un seul plat pour vivre jusqu'à la fin de tes jours. C'est trop dur. Tu peux pas dire à quelqu'un qui cuisine de choisir qu'un seul plat. Et je vais être obligée de choisir un seul plat. Je peux même pas faire un top 3. Non, un seul. Oh là là. Mais c'est pas possible. Tu fais même pas une exception pour quelqu'un qui cuisine. Eh ben... Soit un thali indien, parce que ça peut avoir plein d'aspects différents et selon les régions de l'Inde, ça peut avoir des préparations différentes, parce que tu vois, c'est ce grand plat qui est proposé sur un plateau avec plein de petites timbales, des nanes, enfin des chapatis, des nanes sans rien, nature, et après plein de petites préparations. Des rouleaux de printemps et de la ratatouille. Ça y est, j'ai dit 3. Elle était dit. Elle est incorrigible, tu sais. Ah, je t'adore, ne change pas, Eva. Mer ou montagne? En fait, il faut savoir que je suis Gémeaux, ascendant Balance, et la décision, genre des décisions précises, genre l'un ou l'autre, c'est super dur, mais je vais quand même dire mer, parce que je crois que tu as déjà vu dans mes stories
la vue de chez moi, c'est l'horizon, la mer. Je donne sur un port, sur le port de Golfe-Juan, et c'est assez apaisant par rapport à la vue que j'avais à Paris, qui était super, hein. Toi aussi, tu étais déjà venu dans mon petit jardin. Et j'aime beaucoup la mer, et là, pendant le confinement, ça a été juste une bénédiction d'avoir la mer face à moi et l'horizon. Mais pendant le confinement, la montagne m'a beaucoup manqué aussi, parce que j'adore les randonnées. Donc voilà. Elle est têtue, elle choisit pas. Hein. Elle est grave têtue. Ta couleur préférée? Le bleu. Mais un bleu bien particulier, c'est le bleu Klein. C'est un artiste de l'école de Nice, Klein, à ne pas confondre avec Calvin. C'est Yves Klein. Et le bleu sous toutes ses tonalités, parce que là, en face de moi, j'ai le bleu azur de la Côte d'Azur, et je trouve que le bleu, ça a un côté hyper apaisant et à la fois dynamisant et énergisant. Et pour moi, ça me calme énormément. C'est une couleur qui va être très apaisante pour moi. Ta posture de yoga favorite? Shavasana? Non, je rigole. J'aime beaucoup Tree Pose. La posture de l'arbre, ouais. Voilà. Ton signe astrologique? Je suis Gémeaux, ascendant Balance. Ascendant Vierge, pardon. Pas du tout. Eva, un aliment que tu détestes? Ah, que je déteste. Et c'est bizarre parce que c'est d'ici, c'est de chez moi, c'est le melon. Le melon. Le melon de Cavaillon, le melon. Je ne peux pas. Ça a un goût pour moi, c'est impossible. Donc c'est marrant parce que j'ai fait un livre sur la cuisine provençale et méditerranéenne et il n'y en aura pas dedans parce que j'aime pas ça. Et pourtant, c'est marrant parce que sur la couve du livre, le jour où j'ai fait la couve, j'avais un melon chez moi pour mon copain et il est quand même sur la couve, quoi. Petite anecdote. Ton odeur préférée? Bien que j'adore le jasmin, mon odeur préférée et qui me rappelle ma région et mon enfance, c'est la fleur d'oranger. J'allais dire le melon. Le melon. Non, ça aurait pu être la lavande, franchement. Lavande, jasmin, mais la fleur d'oranger, vraiment, il y a ce côté, le printemps. Pas le printemps, parce que il n'y a pas des fleurs d'oranger au printemps. Enfin, si, on a. Mais la fleur d'oranger, ouais. Dernière question. Si tu avais un super pouvoir? Si j'avais un super pouvoir. Ah, ça va paraître c'est un peu une utopie, mais d'un coup, je claque des doigts. Et bah, c'est un pouvoir à usage unique. Je claque des doigts et c'est la paix dans le monde. Voilà, bon, ça aurait pu être de se téléporter, mais non, c'est plus utile que d'un coup, ce soit la paix dans le monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de la bienveillance. C'est un très joli mot pour la fin, Eva. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir posé toutes ces belles questions et de m'avoir fait parler d'un voyage qui aura été le plus beau de toute ma vie, à date. Je pense que tout le monde te remerciera en tout cas de les avoir fait voyager. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast Of The